Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Pour le coup, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'update graphique. Après, j'ai tellement lu en juillet que j'avais beaucoup de lectures à faire. D'ailleurs, cet update graphique, c'est moitié juillet, moitié septembre. Oui, on attaque septembre enfin. Au niveau des updates lecture, on sera pas en septembre encore, mais j'avais trop envie de tourner cet update maintenant. Enfin, cet update graphique maintenant, donc je le tourne maintenant. Bref, on s'en fiche. Comme d'hab, il y a 5 graphiques, je crois. 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a 6, mais ça devrait pas être trop long, vous allez voir. Bref, c'est parti. Les deux premiers, c'est donc les deux derniers petits Disney comme ça que. Enfin, Disney. À chaque fois, je dis Disney, ça c'est une déformation de Monsieur Walt Disney. Bref, c'est des contes de Perrault en réalité. Hein. Donc Cendrillon et Le Chat Botté. J'en avais 5 que j'ai lus étalés sur le mois de juillet pour mes week-ends à 400, 600, 800 et 1000 pages. Et bah, du coup, c'est les deux derniers. Je crois que ce que je vous montre là, c'est ce que j'ai lu sur le week-end à 1000 du mois de juillet. Je crois que c'est le dernier que j'ai fait, en tout cas, je ne sais plus. Bref, donc Cendrillon. Ai-je vraiment besoin de revenir sur Cendrillon? C'est une histoire qu'on connaît et qu'on connaît par cœur. Enfin, je veux dire, Cendrillon, voilà. On connaît Cendrillon par cœur. Je vais juste vous montrer une petite illustration, même si c'est très galère parce que il n'y a pas beaucoup de pages dans ce livre. Voilà. J'ai pas trouvé de différence. En fait, là, ça fait longtemps que je l'ai lu, du coup, au moment où je tourne l'update, et je me rappelle pas d'une différence majeure entre le conte de Disney tel qu'on le connaît et cette histoire-là. Donc voilà, c'est Cendrillon. Je suis contente de l'avoir dans cette édition-là. J'avais pas pu résister à l'acheter. Enfin bref, commencer à connaître la chanson et donc du coup je l'ai relu. Le deuxième par contre c'est un conte que je connais pas, que j'avais je crois jamais lu, jamais découvert, vraiment. Pour vous donner un ordre d'idée, ma seule référence par rapport au Chat Botté, c'est le chat qu'il y a dans Shrek. Voilà, je n'ai pas d'autres références pour le Chat Botté, je ne connaissais pas cette histoire et franchement je suis très contente de l'avoir lu, je la connaissais pas du tout, vraiment c'est assez fou cette histoire, je comprends pas pourquoi elle est pas. Enfin, je sais en vrai pourquoi elle est pas plus connue. Elle est pas plus connue parce que c'est pas une princesse et que Disney a mis un point d'honneur à mettre en avant les Disney et enfin les princesses et les. Comment dire, la nécessité qu'on ait d'une princesse parce que c'est une femme, voyez-vous. Donc le Chat Botté ça ne m'intéressait pas, hein, voilà. Pareil, je vous montre une petite illustration vite fait, voilà. Moi j'aime bien ces vieilles illustrations, genre. Avec l'édition, avec le format, même avec ça, là, rien que ça, là, tu sais que ça a été illustré il y a des dizaines d'années, je sais pas quand ça a été illustré, je crois que j'avais déjà cherché la date de ces livres, mais je ne vais pas la retrouver, évidemment, sinon c'était pas drôle. Imprimé à Hong Kong, magnifique, formidable, fantastique, j'ai pas l'année, je n'ai pas l'année, mais clairement. Ah 1995. J'étais née, donc merveilleux, fantastique. Mais voilà, avec les narrations. Pourquoi j'ai narration comme mot qui me vient? Les illustrations. Tu sais que ça a été illustré et édité il y a très longtemps. Effectivement, ça fait 26 ans. Et moi j'aime bien ce côté un peu kitsch des vieilles illustrations. Je trouve ça très cool. Alors évidemment, si jamais j'ai un enfant dans mon entourage, c'est pas ces éditions-là que je lui offrirai en premier. Déjà parce qu'elles sont hyper fragiles et aussi parce que y a des tellement belles illustrations qui ont été faites récemment que je trouverais un peu dommage d'offrir à un enfant des vieux trucs comme ça. Mais moi j'adore. Voilà. Donc du coup je suis hyper contente d'avoir enfin découvert l'histoire du Chat Botté. Vraiment c'était cool. Ensuite on reste dans le Disney mais édité chez France Loisirs cette fois-ci. Donc j'ai lu Réponse. Voilà. En fait j'avais complété ma collection de Disney édité chez France Loisirs parce que je pense que vous le savez maintenant, du moins si vous suivez ma chaîne, ils ont fait une collection et réédité tous les Disney, enfin tous les films Disney, donc peu importe l'écrivain de base, peu importe qui a écrit le conte de base, ils ont réédité tous les Disney. Et donc dans ces formats-là, en hardback et tout, c'est un peu ma classée, donc c'est illustré évidemment. Voilà. Et quand j'avais réorganisé ma bibliothèque pour l'été, je crois, je m'étais rendu compte qu'il me manquait certains Disney, parce que du coup, quand je les ai rangés pour l'été, je les ai rangés dans l'ordre de sortie des films. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait des Disney genre Blanche-Neige et Réponse, et Les Soins Dalmatiens, je crois aussi. Du coup, je les ai achetés, et comme à chaque fois, hein, Réponse, pour le coup, je la connais par cœur. C'est une héroïne que j'adore, c'est une histoire que j'adore. C'est sûr, c'est parce que c'est un des rares Disney où on a une princesse a priori damoiselle en détresse, mais en fait le prince a un petit côté foufou, un petit côté enfant qui n'est pas vraiment princier. Vous voyez, ce qui fait que ça équilibre entre les deux personnages et je trouve ça génial. Moi je demande pas une princesse warrior, je demande pas une princesse qui sauve le prince, c'est même pas ça que je demande.
Je demande une égalité entre le prince et la princesse. Et là, pour moi, c'est ce qu'on a. Du coup, voilà, j'aime beaucoup Réponse. J'ai adoré relire cette histoire-là comme ça. Et j'adore les illustrations. En fait, c'est pas vraiment des illustrations, c'est des images du film qui sont reprises à chaque fois. Et je trouve ça très cool parce que ces images du film, sinon on les voit que quand tu regardes le film et tu peux pas les avoir. Enfin, t'es obligé de regarder le film pour avoir ces images-là. Alors que là, je les dis dans cette version-là. J'ai maintenant officiellement, je crois, tous les Disney que je voulais avoir. Il y en a qui me manquent, hein. Je crois que je l'avais déjà dit, mais par exemple, La Reine des Neiges, je ne les ai pas parce que je ne veux pas les avoir, parce que je n'ai pas aimé La Reine des Neiges. Je ne comprends pas tout le foin qu'a fait ce dessin animé quand il est sorti. Pour moi, c'est pas, c'est pas dingue, hein, vous voyez. En fait, c'est ça le problème, c'est que avant d'aller voir la Reine des Neiges, on m'avait dit ouais, tu vas voir, c'est trop cool, c'est trop génial et tout. Moi, j'adore les dessins animés, j'adore les Disney, donc je me suis dit, trop cool, on va y aller. Et en fait, j'ai été déçue. On m'avait tellement survendu le dessin animé que j'ai été déçue. Donc voilà. C'est pas que j'aime pas La Reine des Neiges, c'est que je comprends pas l'engouement qu'il y a autour. Bref, j'ai relu Réponse, je suis très contente. Et par contre, eux, pour le coup, pour offrir à des enfants de mon entourage ou de votre entourage, je les conseille. Vraiment, ils sont très cool. Maintenant, on passe à des livres que vous avez vus plus récemment, puisque ce sont les livres que j'ai lus sur le week-end à 1000 que j'ai fait mi-septembre, un truc comme ça. En tout cas, c'est le dernier vlog qui est sorti avant les vlogs et les vidéos du mois d'octobre. Et donc, du coup, j'ai lu les souris du Louvre, le tome 2, Le Damier de Babel, de Joris Samberlin, Sandrine Boulec et Drac. Et c'est bizarre parce que je me suis fait la réflexion. Normalement, ce que je reproche à ce genre de BD, c'est d'être trop court. Mais là, c'est ok, c'est pas grave, ça me va. Vraiment, c'est fou. J'adore cette série de BD. En fait, on suit Milo, qui est un petit garçon. Il doit avoir genre 9-10 ans par là. Et il est le fils de la conservatrice du musée du Louvre. Donc il passe beaucoup de temps au Louvre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais dans le tome 1, j'avais l'impression qu'il vivait qu'avec sa mère, alors qu'ici on rencontre son père. Je sais pas pourquoi, je m'étais dit que, vu qu'on parle pas de son père dans le tome 1, c'est qu'il était mort, parti, j'en sais rien, il était pas là en tout cas, mais en fait si, il est là, son père. Voilà. Et donc il passe pas mal de temps au Louvre parce que c'est quelque chose qui l'intéresse, c'est quelque chose qui le passionne, et c'est quelque chose dans lequel il est depuis qu'il est né en fait, parce que sa mère elle y travaille, et donc bah, du coup forcément, voilà. J'ai déjà dit, je crois, mais j'aurais adoré avoir ma mère ou même mon père, conservateur du Louvre ou d'un autre grand musée comme ça, franchement, ça doit être trop cool. Bref, et donc il passe beaucoup de temps là-bas, et au début du tome 1, il découvre qu'il y a des petites souris comme ça, là, qui vivent dans le musée, enfin qui vivent près du musée, et il y a une histoire de lien entre un humain et des souris, sauf que cet humain doit partir, et donc du coup, Milo il découvre tout ça, alors que les humains sont pas censés connaître tout ça, sont pas censés découvrir tout ça, et dans ce tome-là, on suit principalement les souris. Et je sais pas comment expliquer, j'adore cette saga de BD, je la trouve trop cool. En plus, il y a des clans de souris qui ont été créés, donc il y a les Égyptiens, les Grecs et tout plein d'autres clans qui sont un peu en guerre froide entre eux. Et l'humain qui aide les souris est là pour un petit peu tempérer tout ça. Sauf que pour qu'ils puissent réussir à faire ça, il faut que les souris acceptent un nouvel humain. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Et franchement, l'auteur, je pense que c'est Joris Samberlin, arrive bien à mettre tout ça en place en très peu de pages au final. Et je trouve ça très cool. Pareil, je vous montre une planche. Bon, j'en ai déjà montré dans le vlog du coup, mais c'est pas grave. Vraiment, j'ai déjà acheté le tome 3, il est dans ma palle de... Il est dans la palle du Pumpkin. Dans quel mois, je ne sais plus, faudra que je vérifie. Mais il est dans la palle du Pumpkin, c'est sûr, et j'adore cette saga. Vraiment, je la trouve géniale. Vraiment. Ensuite, toujours sur ce week-end à 1000, j'ai lu Heartstopper, le tome 4, Chose sérieuse de Alice Oseman. Je l'ai dit dans le vlog, je suis tellement contente. Il va y avoir un tome 5, c'est trop génial. Je sais pas s'il y aura un tome 6, j'en sais rien. Mais déjà, il y a un tome 5, je me réjouis pour le tome 5. On verra en temps et en heure s'il y a un tome 6 ou pas. Pour l'instant, je suis trop contente qu'il y ait un tome 5. Bref, dans cette saga, en fait, c'est une saga que j'ai tellement vu tourner que je pense que tous les gens la connaissent. Mais bon, bref, on suit Nick et Charlie. L'un des deux a été outé contre sa volonté. C'est comme ça que c'est écrit. Je sais pas si ça se dit vraiment. En gros, il a pas lui-même fait son coming out, mais quelqu'un a balancé, vous voyez. Et donc, du coup, il s'est fait un petit peu critiquer, insulter, gentiment, mignonnement, comme c'est le cas quand t'es au lycée. Bref, voilà. Et il va rencontrer Nick. Et Nick va commencer à se poser des questions sur ce qu'il ressent, plus que sur sa sexualité, parce qu'ils sont pas à un âge où... ils sont pas à un âge où ils sont actifs sexuellement,
mais il se pose quand même des questions sur ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qui se passe pour lui dans sa tête, tout ça. Et donc voilà, on a d'un côté, enfin je trouve ça génial, on a d'un côté un personnage qui assume complètement le fait d'être gay, mais c'est quand même retrouvé en mauvaise posture parce que quelqu'un a balancé, alors qu'il n'était pas spécialement prêt à le dire, en public et au lycée surtout. Et donc, du coup, il a dû en subir les conséquences contre sa volonté. Et un personnage qui n'avait pas. Qui pour lui, en fait, pour lui, c'était clair dans sa tête sa sexualité et son orientation sexuelle. Et puis, il s'est rendu compte que, bah, en fait, c'était plus si clair que ça. Et du coup, il se pose des questions là-dessus. Voilà, je trouve ça vraiment très cool. Et je me suis aussi fait la réflexion que la plupart des personnages qui sont présents ici sont homosexuels ou trans. Et du coup, au bout d'un moment, tu peux te dire, mais attends, sous notre gueule, c'est pas possible qu'il y ait que des homosexuels dans ce livre. Ah ouais, pourquoi? Il y a combien de livres où il y a que des hétéros en fait? Combien il y a de livres où il y a que des hétéros, que des blancs? Combien il y en a? Et vous vous dites pas, c'est pas normal? Et ben c'est pareil. Bref, voilà. Et dans ce tome-là en particulier, on aborde un thème très très compliqué, très très difficile, vraiment. Charlie a, depuis le début de la saga, des petits soucis dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'être, dans... Ouais, je peux pas trop en dire parce que sinon ce serait spoilé. Mais ouais, il a des petits... Il va pas super bien dans sa tête, il est pas parfait dans le meilleur des mondes, en dehors de toutes les critiques qu'il a eues par rapport à sa sexualité et à son orientation sexuelle. Il y a d'autres trucs qui font qu'il est pas super bien, super à l'aise et il ose pas en parler, il voudrait aller mieux mais il sait pas comment faire, il a pas l'impression qu'il peut aller mieux. Voilà, c'est une forme de mal-être et franchement à aborder c'est pas facile. Vraiment, pour avoir vécu le même genre de truc que Charlie, je sais à quel point il est difficile d'en parler. Et du coup, j'ai trouvé ça très juste et très bien fait. Et puis de toute façon, j'adore cette saga, ça se lit tellement bien, c'est tellement fun, voilà. Mon seul regret, en vrai, c'est que ce soit pas coloré, parce que j'aurais adoré avoir cette série colorée. Mais bon, c'est pas le cas, donc voilà. Donc là, on a Nick et Charlie. Voilà. Voilà, bref, j'adore cette saga. C'est ouf parce que du coup, je veux, toujours actuellement, lire plus de romances MFF. Mais jusqu'à présent, c'est la seule que j'ai lue. Et pourtant, je l'adore, vous voyez, mais je n'arrive pas à en lire d'autres. Mais peut-être ça viendra un jour, hein, je ne sais pas. En tout cas, je vous conseille cette saga, c'est génial. Et on termine avec une BD que j'avais trop hâte de lire quand j'ai reçu, et au final, j'ai été un peu déçue. Donc c'est Jukebox Motel, La mauvaise fortune de Thomas Schaffer, écrit par Tom Graffin et Marie Duvoisin. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une BD adaptée du roman de Tom Graffin, et donc Marie Duvoisin est au dessin. En fait, on va rencontrer un jeune homme qui vit au Québec, je crois. Ses parents tiennent une exploitation de fraises, et donc du coup, dans la logique des choses, il devrait reprendre cette exploitation, devenir s'occuper des fraises et tenir la production, vous voyez. Mais lui, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire, il a envie de devenir artiste en fait. Et donc du coup, au début du livre, après quelques années, hein, en quelques pages, il y a vraiment plus de 10 ans qui se passent, il décide enfin de prendre son courage à deux mains et de dire à ses parents que les fraises, ça l'intéresse pas vraiment, et qu'il va aller à New York pour faire les beaux-arts. Et c'est ce qu'il fait, donc il part à New York, il va faire les beaux-arts. Et en fait, c'est un livre assez introspectif, assez... Je crois que je l'ai mis dans la catégorie... avec tous les mots qui me faisaient flipper là, récit métaphorique et tout ça là. Et en vrai, c'est franchement, pour moi, c'est ça. Donc je suis contente pour la catégorie. Et donc voilà, il va à New York et il découvre les difficultés qu'il y a à New York. Il a de la chance et puis il fuit. Et puis voilà, on le suit dans toute cette réflexion, toute sa vie qui part un peu dans tous les sens. Il est presque. Il est presque emporté contre sa volonté par sa vie et par ce qui lui arrive. C'est assez fou. Et voilà, on suit ça, il rencontre des gens très connus, il rencontre Andy. Alors je suppose que c'est Andy Warhol parce qu'on est dans le monde de l'art et que c'est un rêve pour lui de montrer ses toiles à Andy. Donc je suppose que c'est Andy Warhol, mais je suis pas très sûre parce qu'on est en 1967. Donc voilà. C'est pas comme si on était en 2000. Si on est en 2000, je suis sûre que c'est pas Andy Warhol, voyez-vous. Bref. Et ensuite, il va même rencontrer Johnny Cash. Peut-être que s'il avait rencontré un autre artiste, ça m'aurait plus intéressé et plus touché. Mais je vous avoue que Johnny Cash, c'est pas un artiste que j'ai écouté. Genre, je suis incapable de vous fredonner une musique de lui ou de. Je sais pas, je ne peux pas faire ça. C'est pas un artiste que j'ai écouté. Voilà, il y a très très peu. J'ai l'impression de parler beaucoup de musique en ce moment sur la chaîne, mais je le répète à chaque fois, je ne suis pas fan de musique internationale. J'écoute extrêmement peu de musique internationale, donc voilà, Johnny Cash.
pour moi ça ne veut rien dire. Et voilà, et du coup j'ai eu un peu l'impression que ça partait dans tous les sens. C'est dommage parce que du coup ça ne m'a absolument pas donné envie de lire le livre. Je sais que le livre c'est un genre de livre que je n'apprécierais pas, donc je vois pas l'intérêt de le lire. Et en plus à la fin de la BD on a un espèce de twist. Alors dans le vlog j'ai dit que je comprenais pas à quoi ça servait parce que du coup il y a un twist et puis boum c'est fini, genre il y a pas, c'est pas comme si t'avais un twist, une révélation et ensuite une conclusion, une vraie fin à l'histoire, vous voyez, non là c'est juste t'as le twist et boum c'est fini. Et dans le vlog j'ai dit mais je comprends pas à quoi il sert le twist si c'est fini juste après. Peut-être que Tom Grafton a prévu de faire une suite, j'en sais rien, en vrai peut-être ça expliquerait ce twist de fin parce que vraiment c'est bizarre. Mais voilà, je l'ai lu en entier, j'ai beaucoup aimé la coloration et les dessins, vraiment. Mais après, l'histoire, bon, j'ai lu en entier, mais ça reste une BD. En fait, je suis quasi sûre que je le terminerai pas le livre. Donc voilà. Et là, après avoir lu la BD, j'ai même pas envie de le commencer. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu la BD. C'est une BD que j'ai reçue dans la box BD que j'avais, à laquelle je m'étais abonnée. Peut-être je le referai là en fin d'année ou en début d'année prochaine, je sais pas, parce que franchement j'aime bien, ça me permet de découvrir des BD que je connais pas et que j'aurais pas acheté sinon. Bon là c'est un demi-échec avec celle-ci, mais je suis quand même contente. Si je me trompe pas, j'ai fait un petit update graphique, mais normalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme d'hab sur les graphiques, j'ai moins de choses à dire parce que c'est moins long et que si je m'étends, je vais vraiment spoiler le truc et ce serait dommage. Peut-être que mon résumé est flou sur Jukebox Motel, mais en vrai, je sais pas trop comment parler de ce livre, donc voilà, désolée si c'est le cas. Bref, j'espère que cet update vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.